moi je pense que je voudrais mentionner 3 défis rapidement. Le premier, je pense qu'on peut, la force qui a poussé la communauté humanitaire à avoir des définitions de déplacés internes, c'était pour essayer d'avoir des droits qui étaient déclenchés à cause de la définition. Donc on va faire un cadre, si vous voulez, une définition, un cadre politique, parce que on veut que cette personne, disons qu'on reconnaisse ses droits comme des victimes de guerre, de désastres naturels, etc. Et c'est pour ça qu'on a poussé pour une définition pour tout un métier de déplacement interne. Bon, il y a toujours un risque, comme je pense que quelques collègues l'ont mentionné, que ça devient des lunettes, les déplacés internes, avec lesquels on regarde les crises humanitaires, alors on oublie les personnes qui ne sont pas dans des camps, ou des personnes qui ne sont pas déplacées. Ça, il faut essayer d'aller au-delà de ça. Il y a des étiquettes qui sont utiles, mais quand il cesse de ser utile, il faut savoir, se retirer les lunettes et avoir un regard beaucoup plus, empirique sur la réalité. Le deuxième défi de protection, c'était le rôle des populations civiles et déplacées eux-mêmes sur leur propre protection. Je pense que les expériences de Colombie nous ont montré que la capacité des déplacés internes de s'organiser eux-mêmes et eux-mêmes d'exercer un lobby sur l'État pour obtenir la reconnaissance de droits, parfois, elle est énorme. Mais est-ce qu'on est en train de mettre la responsabilité où elle doit être? Est-ce que ce n'est pas finalement une responsabilité des États de protéger? Et parfois, vous connaissez qu'il y a un débat aujourd'hui dans le métier humanitaire sur l'espace humanitaire. Il y a beaucoup d'opérations, Pakistan, Afghanistan, on a très peu d'accès. Et parfois, on met en avant la solution de dire alors il faut travailler à distance avec la population, c'est la population elle-même qui va se protéger, etc. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de dangers aussi reliés à cette reliance sur la population elle-même de se protéger. Il faut toujours revenir sur où est-ce que la responsabilité de protéger est placée. Finalement, c'est l'État ou, dans le cas de conflits armés, donc les parties de conflit. Un troisième défi, point. Rapidement, rapidement, un troisième point. C'est disons, ce qu'on appelle les missions intégrales des Nations Unies. Vous savez qu'il y a parfois de troupes de peacekeepers, donc de casques bleus, qui ont un mandat de protection. Ils sont armés, les Nations Unies ont confié un mandat de protection, et on a parfois un rapport assez difficile entre les acteurs humanitaires de protection et les acteurs armés de protection. Et là, finalement, le défi, c'est ça c'est une réalité, il faut vivre avec. Parfois, ils ont un impact très positif. Il faut essayer d'avoir des mécanismes de coordination. Il faut toujours essayer de, finalement, le métier humanitaire continue à préserver un espace propre, qui est finalement un espace impartial et neutre. Merci. Michel Lagier. Oui, alors très, très rapidement, parce que c'est toujours difficile de conclure. Simplement, moi, je redirais cette idée qui a été abordée plusieurs fois, celle de la reconnaissance, les aspects juridiques, politiques et institutionnels sont importants pour reconnaître des expériences qui ont été vécues et ce que vous appelez la dignité, quoi. C'est-à-dire, finalement, c'est pas tellement la question du contenu humanitaire, en tout cas c'est pas a priori les effets humanitaires d'un statut qui est reconnu, c'est reconnaître des expériences qui ont été vécues et par des lois, toutes sortes de conventions, etc. La deuxième chose, c'est inverser le regard du point de vue même de l'opérationnel, c'est-à-dire que tout ce qui a été dit là sur le camp, la solution pratique, le cluster, tout ça pour moi c'est une puissance qui se manifeste, quoi. Et il y a un travail, je pense, c'est pas polémique, c'est très politique, ce que je dis, il y a un travail à inverser le regard même du point de vue opérationnel. On pourrait imaginer un opérationnel empathique, et ça n'a rien d'idéaliste ou d'utopique. Et puis troisièmement, dans ce cadre-là, penser la temporalité des solutions. Je crois que les camps sont dangereux. Je ne fais pas du tout d'allusion à l'histoire comme on le fait, etc. Je pense que les camps sont dangereux parce qu'ils mettent des gens à l'écart. Je veux bien reconnaître avec des acteurs sur le terrain, lorsque des gens se sont regroupés quelque part, ils se sont réfugiés quelque part, eh bien c'est là, ça existe, ils sont là. Après, il faut travailler, je crois, au plus près de cette temporalité, et dans la temporalité se jouent beaucoup de choses sur tout ce que cela devient. Vous savez, les chercheurs en sciences sociales, ils disent à partir de quel moment quelque chose existe.
quelque chose existe quand ça se reproduit, quand ça produit soi-même quelque chose, quand ça prend de la patine et quand ça se reproduit finalement. Et à partir de ce moment-là, ça devient un objet pour les sciences sociales. Et ben, voilà, c'est devenu un objet sur les sciences sociales parce que c'est quelque chose qui se reproduit et d'une certaine façon, c'est inquiétant. Voilà. Merci Michel. Opérationnalité, empathie, temporalité, voilà du grain à moudre pour les prochains 5 à 7. Dont le prochain, justement, ce sera le 7 octobre. Voilà, on n'est pas encore à l'été, qu'on parle déjà d'octobre. 7 octobre, jeudi 7 octobre. Voilà, je voulais remercier nos intervenants et puis l'équipe du CICR Paris et en particulier Gisèle Doucet qui a préparé donc ce débat autour des déplacés. Merci à vous. Bonsoir.